en pensez? Eh bien, écoutez, j'ai suivi très attentivement le développement et l'analyse de M. Herish, que j'approuve totalement. Elle est précise, subtile, intelligente. Je voudrais juste rajouter comme complément, peut-être il aurait pu le dire lui-même, mais vu l'aller-retour, disons, chacun a sa part. Je pense que aussi l'Algérie est inscrite dans le temps, dans son histoire. Et cette histoire-là est une dynamique. L'Algérie a pendant trop longtemps été sous occupation étrangère. Et après 62, c'était une nation qui était toute jeune, très fragile, qui ne savait pas trop où aller. Et c'est une société en même temps en plein bouleversement. Il fallait qu'elle rattrape le temps perdu. Elle s'était figée à peu près au début du 19e siècle. Et à la fin du XXe siècle, elle devait essayer de rattraper le retard. Et là, forcément, il y a beaucoup d'erreurs. Alors, le pouvoir, tout honni qu'il est et contre lequel nous combattons, il est aussi quelque part l'expression d'un certain nombre de choses qui se passent dans la société. Ce n'est pas un pouvoir extérieur à nous qui a été imposé, mais il est l'émanation de certaines pensées, de certaines contradictions, de certaines valeurs, entre guillemets, de la société. Or, la société s'est retrouvée à partir de 62 en train de courir derrière un monde qui lui avait échappé, qu'on peut appeler très rapidement le monde moderne. Et elle s'est retrouvée dans une situation où il fallait qu'elle sorte de la société traditionnelle pour entrer dans le monde moderne, mais sans qu'elle n'ait conscience de cela. Et du coup, après 20, 30, 40 ans de tâtonnement, on a perdu la société traditionnelle, mais on n'a rien préparé pour la suite. Et donc, on se retrouve non pas en situation prémoderne, mais en situation post-traditionnelle. Autrement dit, on a détruit ce que l'on avait, mais on n'a jamais su quoi construire à la place. Et aujourd'hui, l'Algérien se retrouve un peu perdu, il est noyé. Et c'est le cas aussi des dirigeants qui sont tout aussi noyés et inconscients de ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à percevoir les dynamiques de fond, les vagues profondes qui viennent et qui influent sur le changement. Aujourd'hui, un jeune Algérien, le harag, mais aussi le chômeur, mais aussi le garçon qui reste à la maison, qui veille, mais qui le matin ne peut pas se lever pour aller au travail, eh bien, toute cette génération-là a perdu ses repères. Ils ne savent plus trop ce qu'ils sont. Ils ne savent plus parce qu'il y a eu tellement d'idéologies, on leur a tellement dit des choses et d'autres choses que nous sommes en difficulté. Donc oui, pour s'en sortir, il faut se débarrasser de ce système pathologique, pour reprendre les termes de M. Herish, mais il faut en même temps éveiller les consciences. Mais comment, Soufiane Djilali, comment se débarrasser de ce système pathologique? J'aimerais reprendre un peu ce que disait Hassan Hirsch il y a un instant, quand il nous a comparé un peu à toutes ces dictatures de l'Amérique du Sud, du Proche-Orient, d'Afrique du Nord, et donc où l'armée, la police, les services de sécurité ont joué un rôle quasi fondateur comme notre armée à nous qui en 62 a fondé l'actuel système sur un coup d'État. Or, il a donné beaucoup d'exemples, y compris de l'Europe du Sud, comme le Portugal. Or, le Portugal, lui, a été une exception parlante, puisque dans la révolution des œillets, c'est peut-être la seule armée dans l'histoire qui a repris le pouvoir à un dictateur, celui qu'il avait hérité de Salazar, et qui, plutôt que de le garder, l'a remis au peuple et qui, depuis, a fait du Portugal un pays démocratique. Est-ce que, pour ce qui nous concerne, il faudrait attendre cela de notre armée ou est-ce qu'il faudrait aller vers d'autres solutions? Donc, comment essayer de soigner cette situation dont vous parlez, Soufiane Djilali? Il n'y a pas une solution systémique, c'est-à-dire personne ne peut venir avec une feuille de route et dire du coup, comme Khatem Sidna Suleiman, et on change tout. C'est l'accumulation de tous les efforts. Ne croyez pas que l'armée en tant que corps constitué par des éléments soit complètement
irréductible et insensible à ce qui se passe. Vous avez des officiers qui vivent au milieu de la population et qui souffrent aussi de la même façon, qui ont leurs enfants à l'école publique, qui ont conscience des difficultés. Et donc ne croyez pas qu'il s'agisse d'un corps absolument opaque et inaccessible. Au contraire, je pense qu'eux aussi réfléchissent, ils souffrent de cette situation en tant que personnes faisant leur travail, en tant que fonctionnaires. Je ne parle pas d'une catégorie particulière qui est à la tête des institutions et qui, elle, est hors champ, si j'ose dire. Mais la pression peut venir de partout. Elle vient des syndicats, comme on le voit actuellement. C'est extrêmement important, par exemple, que les résidents bougent. Ce sont très souvent des parties de la population qui sont marginalisées d'habitude. Vous savez, le pouvoir sous forme de kleptocratie a fait une alliance avec disons-le, le mot, une voyoucratie. Quand vous êtes à l'extérieur, le policier va protéger le petit voyou du coin contre quelqu'un, entre guillemets, de bonne famille. Le policier ne va pas enlever les papiers au voyou, mais il va maltraiter celui qui est bien mis. C'est le cas des médecins résidents. Le fait que cette catégorie de gens bouge, affronte le pouvoir, ça panique totalement le pouvoir parce que ce sont ces classes moyennes, éduquées, cultivées, ouvertes sur le monde et qui étaient jusque-là marginalisées et qui aujourd'hui commencent à revenir sur le champ politique. C'est très important. Voyez par exemple, lorsque certains caciques du pouvoir critiquaient les hommes politiques, eh ben, ils réclament à ceux qui sont universitaires, entre guillemets, de revenir à leur université. Ils n'acceptent pas que l'universitaire soit sur la scène politique parce qu'il dérange fondamentalement. Donc ça, c'est un élément. Mais vous avez les syndicats, vous avez les hommes politiques, vous avez les médias. Il y a très souvent, avec peu de moyens, on a des effets très puissants. C'est le cas comme le papillon d'un battement d'aile qui provoque un ouragan à l'autre côté de la planète. Ce sont des phénomènes météorologiques connus. De la même façon, une petite élite qui commence à s'organiser, qui brise le mur de la peur, qui dit ce qu'il y a, qui est en contact avec la population, qui éclaire les gens et qui n'est pas là simplement à leur quémander leur voix pour être bien placée. Et je reviens à vous dans un moment, Sian Djilali, pour vous demander